Imaginons un instant qu'on puisse voyager à la vitesse de la lumière. D'après la relativité restreinte, à cette vitesse extrême, le temps s'arrête littéralement. Oui, le temps se fige complètement en fait. Ce qui veut dire que la lumière des étoiles qui frappe notre œil cette nuit, elle n'a pas vieilli d'une seule seconde depuis sa naissance. Pas d'une seule seconde, non. Pour ce photon, ce minuscule grain de lumière, le moment où il est créé et le moment où il atteint notre rétine se produisent simultanément. Il y a un truc fascinant avec le ciel nocturne. On a cette impression d'immédiateté, genre comme si les astres étaient accrochés là, dans notre présent. Alors que pas du tout. Voilà. Et pour tous ceux qui aiment comprendre les rouages de notre réalité, lever les yeux vers la voûte céleste, c'est littéralement regarder profondément dans le passé. C'est l'ultime machine à remonter le temps, carrément. Et notre seule connexion avec cette immensité, le seul moyen qu'on a de lire cette immense archive cosmique, ça repose entièrement sur un flux de particules sans masse qui traverse le vide. Les fameux photons. C'est ça. Sans la lumière, l'univers resterait verrouillé dans un mutisme total, une obscurité insondable où aucune information ne circule. Et en voyant ton décor derrière toi aujourd'hui, ce magnifique mélange entre un observatoire astronomique étoilé et une immense bibliothèque ancienne, je sais que cette plongée au cœur de nos sources va nous emmener très loin. Ah ça oui, on a un beau programme aujourd'hui. Notre mission du jour s'appuie sur une sélection d'extraits de l'ouvrage La lumière et le luminaire de Thierry Minkowski. L'objectif de notre analyse, c'est de décoder comment l'humanité a appris à lire l'histoire, la chimie et la structure même du cosmos à travers ces fameux photons. Et c'est un livre qui nous pousse aussi sur une frontière inattendue, celle qui sépare l'astrophysique de la philosophie. Ouais, l'auteur interroge vraiment la relation fondamentale entre la lumière et sa source. Exactement. C'est une démarche qui oblige à repenser la réalité physique. En fait, la lumière ne se contente pas d'éclairer la matière pour la rendre visible. Elle est le messager qui porte la signature de la matière. Mais pour comprendre le message que ce messager transporte, il faut d'abord comprendre comment l'encre de ce message est fabriquée au niveau fondamental. Tout à fait. Inconcevable. L'apparition même d'un photon. Parce que la lumière n'apparaît pas par magie. C'est ça. Elle naît toujours d'un événement très spécifique, un saut quantique. On entend super souvent cette expression, mais concrètement, c'est quoi le mécanisme physique qui engendre un grain de lumière? Alors, il faut visualiser l'atome, non pas comme un système solaire miniature, mais plutôt comme un escalier invisible entourant un noyau. D'accord, un escalier. Voilà, et les électrons ne peuvent exister que sur des marches bien précises de cet escalier. Ça représente des niveaux d'énergie stricts. Donc ils ne peuvent pas se trouver entre deux marches. C'est physiquement impossible. Et si un atome subit une collision, ou s'il est soumis à la chaleur extrême au cœur d'une étoile par exemple, un électron va absorber cette énergie et sauter sur une marche supérieure. Ok. Et c'est là qu'on dit que l'atome est dans un état excité. Exactement. Mais la nature déteste les états instables, non? Tout cherche toujours à revenir à son niveau d'énergie le plus bas. C'est la règle d'or de la thermodynamique. Cet électron excité finit inévitablement par retomber sur sa marche d'origine. Et comme l'énergie peut pas disparaître, La différence d'énergie exacte entre la marche haute et la marche basse est expulsée vers l'extérieur. Cette petite capsule d'énergie pure qui est recrachée par l'atome, c'est le photon. donc la lumière, c'est littéralement la trace visible d'une perte d'énergie au cœur de la matière. C'est une belle façon de le résumer, oui. Et l'auteur souligne un paradoxe fondamental ici. Une fois libéré, ce photon file à près de 300 000 km par seconde. Comme on l'a dit au début, pour lui, le temps n'existe plus. C'est comme un coursier immortel qui traverse le vide sidéral pendant des milliards d'années pour livrer une lettre. L'entropie et la vieillesse n'ont aucune emprise sur lui. Par contre, l'expéditeur de cette lettre, l'étoile qui a chauffé ce gaz, il est mortel, lui. L'étoile consomme son carburant, elle vieillit, elle s'effondre. Elle a souvent disparu depuis des millions d'années quand le coursier arrive enfin à destination. Et cela soulève une question importante. Si toute lumière matérielle que nous percevons réclame une source temporelle, un luminaire soumis à la dégradation et à la mort, est-ce qu'on peut concevoir sur un plan plus conceptuel un luminaire originel qui ne serait pas lui-même prisonnier de cette usure du temps? C'est vertigineux quand on y pense. C'est le paradoxe du messager mis en lumière par l'auteur, oui. Le messager transcende le temps, tandis que la source qui l'enfante en est l'esclave. C'est la fondation philosophique de l'ouvrage, en fait. Ça nous prépare à lire l'univers différemment. Mais avant d'arriver à la philosophie pure, il faut rester sur la physique de ce coursier. Ouais, parce que ce photon, il finit par arriver sur Terre. Il frappe le miroir géant d'un télescope et c'est juste un simple point lumineux, une minuscule étincelle. Un simple flash, oui. Mais si c'est qu'un flash,
Comment les astrophysiciens font-ils pour extraire une information super complexe de ce petit point blanc? Le photon n'a pas une étiquette avec son origine accrochée à lui. Eh bien, l'information, elle est cachée dans la lumière elle-même. Et la clé pour la lire, ça s'appelle la spectroscopie. L'art de décomposer un faisceau lumineux, c'est ça? C'est ça. Quand on fait passer la lumière d'une étoile à travers un prisme ou un réseau de diffraction composé de milliers de stries microscopiques, la lumière se sépare selon ses longueurs d'onde. Elle s'étale pour former un arc-en-ciel. Un spectre continu, ouais. Mais en observant ce spectre de très près, on s'aperçoit qu'il n'est pas parfait. Il est zébré de fines lignes sombres. Le fameux code barre cosmique. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces lignes noires, c'est pas des défauts de la lentille. Elles racontent carrément l'histoire du voyage du photon. Oui, puisque chaque élément chimique, disons l'hydrogène ou le carbone, possède des marges d'escalier quantiques uniques dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Du coup, il absorbe des photons à des niveaux d'énergie très précis. Quand la lumière quitte le cœur chaud de l'étoile et traverse son atmosphère, qui est plus froide, les atomes de gaz de cette atmosphère volent au passage des photons spécifiques. Ah, ce qui laisse des trous noirs dans notre arc-en-ciel. C'est ça. Chaque atome a sa propre signature d'absorption. Donc, en regardant quelles couleurs exactes manquent à l'appel, on peut lister les éléments chimiques présents dans l'atmosphère d'une étoile qui est pourtant située à des milliers d'années-lumière. Avec la même précision que si on avait un échantillon de son gaz dans un laboratoire terrestre, oui. L'exemple historique donné par Minkowski est sidérant là-dessus. C'est l'histoire de la découverte de l'hélium. En 1868, il y a l'astronome français Pierre Janssen et l'anglais Norman Lockyer qui analysent la lumière du Soleil pendant une éclipse totale. Oui, l'éclipse, c'est crucial parce qu'elle occulte le disque principal très brillant et permet d'observer seulement la couronne solaire, la chromosphère. Et là, ils repèrent une ligne jaune extrêmement intense dans le spectre. Sauf que cette ligne, elle correspond à l'empreinte d'aucun élément répertorié sur Terre à l'époque. Et Lockyer, très audacieux, déduit qu'il s'agit d'un métal inconnu. Il le nomme hélium, en référence à Hélios, le dieu grec du Soleil. C'est fou de se dire qu'ils ont découvert un élément à 150 millions de kilomètres de distance. Surtout qu'il a fallu attendre près de 30 ans, en 1895, pour que le chimiste écossais William Ramsay parvienne enfin à isoler ce gaz sur Terre, en traitant de la clévéite. Donc, pendant des décennies, l'hélium, c'était juste un élément qui existait uniquement dans les mathématiques de la lumière solaire. La spectroscopie a prouvé de manière irréfutable que les étoiles ne sont pas faites d'une espèce de substance céleste mystique. Elles sont forgées avec les mêmes briques fondamentales que la Terre. Donc le code barre nous donne la chimie, mais l'auteur précise que la lumière fonctionne aussi comme un thermomètre absolu. Oui, il y a un concept physique génial derrière ça, le rayonnement du corps noir. Et contrairement au code couleur de nos robinets sur Terre, où le rouge c'est le chaud et le bleu le froid, l'univers fonctionne complètement à l'envers. La mécanique est implacable. Plus un corps est chaud, plus l'agitation de ses atomes est violente, Logique. et cette énergie cinétique se traduit par l'émission de photons beaucoup plus énergétiques. Or, un photon très énergétique possède une longueur d'onde très courte, ce qui correspond au spectre bleu, voire ultraviolet. Et à l'inverse, une énergie plus faible produit des ondes plus longues qui glissent vers le rouge. Voilà, donc une étoile rouge est relativement froide, autour de 3000 degrés, alors qu'une étoile bleue est un monstre crachant une chaleur de plus de 20 000 degrés. Donc chimie et température. Notre fameux courrier, il transporte un dossier ultra complet. C'est une vraie mine d'or d'informations. Mais si l'on pousse la logique jusqu'au bout, puisque chaque observation est un regard vers le passé, quel est le courrier le plus ancien que l'humanité ait jamais intercepté? Jusqu'où on peut remonter de heurter un mur, quoi. Eh bien, ce mur existe bel et bien. On l'appelle le fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile. C'est quoi exactement? C'est une lueur micro-ondes qui baigne tout l'univers et qui correspond à une photographie prise environ 380 000 ans après le Big Bang. Et avant ce point précis, l'univers ressemblait à quoi? Ce n'était pas un espace vide traversé par la lumière. C'était un plasma en fusion extrêmement dense et chaud. Minkowski l'appelle une soupe lumineuse opaque. Concrètement, dans ce plasma originel, la chaleur était tellement extrême que les atomes ne pouvaient pas se former. Les électrons n'étaient pas attachés à des noyaux, ils virevoltaient librement partout. C'est ça. Et dès qu'un photon essayait d'avancer, il percutait un électron libre qui l'absorbait et le recrachait dans une autre direction. C'est comme allumer les pleins phares de sa voiture dans un brouillard totalement impénétrable. La lumière, elle voyage pas, elle rebondit partout. Exact. Et ce qui est fascinant ici, c'est le changement d'état brutal qui a suivi. L'univers étant en expansion, il s'est mécaniquement refroidi. Comme un gaz qui se détend.
Voilà. Et autour de 3000 degrés, l'agitation a suffisamment baissé pour que les noyaux capturent enfin ces électrons baladeurs. C'est ce qu'on appelle l'époque de la recombinaison, c'est ça? Tout à fait. Les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium se forment, le brouillard d'électrons libres disparaît d'un coup, et l'univers devient subitement transparent. Et bim, cette toute première lumière libérée a commencé son voyage rectiligne qui dure encore aujourd'hui. Un voyage de plus de 13 milliards d'années. Et la façon dont on a détecté cette lumière primitive en 1965, c'est une de ces anomalies magnifiques de l'histoire des sciences. Oh oui, l'histoire de Penzias et Wilson. Ouais, ces deux radioastronomes, Arno Penzias et Robert Wilson, ils travaillaient sur une gigantesque antenne Cornet dans le New Jersey. Ils tentaient de calibrer l'instrument, mais ils captaient un bruit de fond radio parasite. Un grésillement persistant qui venait de toutes les directions du ciel, simultanément, de jour comme de nuit. Au début, ils ont cru à des interférences causées par les diffusions radio de la ville de New York, qui était juste à côté. Ils ont passé des mois à éliminer chaque source d'erreur possible. Ils ont même fini par soupçonner les pigeons qui nichaient dans l'antenne géante. Ah oui, l'anecdote des pigeons, elle est incroyable. Ils ont capturé les oiseaux, ils ont passé des journées entières à frotter et nettoyer chaque centimètre d'aluminium pour enlever les fientes. Oui, ils pensaient vraiment que la chaleur des déjections perturbait les micro-ondes. Mais le signal persistait. Et en fait, ils venaient, sans le savoir, d'écouter le murmure refroidi de la naissance de l'univers. Un écho fossile qui leur a d'ailleurs valu le prix Nobel en 78. C'est fou. Mais la lumière ne se contente pas de raconter notre origine. L'ouvrage explique qu'elle révèle aussi la dynamique, le mouvement global de l'univers, grâce à l'effet Doppler lumineux. Oui, un concept très important en astrophysique. On connaît tous l'effet Doppler sonore. Par exemple, la sirène d'une ambulance nous paraît plus aiguë lorsqu'elle fonce vers nous parce que les ondes sonores se compressent. Et le son devient grave lorsqu'elle s'éloigne, car les ondes s'étirent. Voilà. Sauf qu'avec la lumière, au lieu d'un changement de son, on observe un changement de couleur. Le principe reste identique. Si une galaxie se rapproche de nous, la lumière qu'elle émet voit ses ondes compressées. Et le code barre spectral dont on parlait tout à l'heure, du coup, il va glisser vers les longueurs d'onde courtes. Donc vers le bleu, c'est ce qu'on appelle le blue shift. Et si la galaxie s'éloigne, les ondes s'étirent et tout le spectre se décale vers le rouge. C'est le fameux redshift, le décalage vers le rouge. Et dans les années 20, Edwin Hubble analyse la lumière des galaxies lointaines et il fait un constat assez troublant. Oui, il remarque que la quasi-totalité de ces galaxies sont décalées vers le rouge. Donc elles s'éloignent toutes de nous. Et pire encore, plus elles sont distantes, plus leur décalage vers le rouge est prononcé. Ce qui veut dire que plus elles sont loin, plus elles fuient vite. La conclusion s'impose. L'espace lui-même est en train de s'étirer. L'univers est en expansion. C'est une découverte majeure. Mais une question très pragmatique se pose à ce moment-là. Pour affirmer que les objets les plus lointains s'éloignent plus vite, Hubble devait d'abord connaître leur distance. Ah oui, bonne question. Comment on mesure la distance d'un point lumineux dans l'obscurité? Surtout qu'un objet, il peut paraître faible parce qu'il est très loin ou simplement parce que c'est une petite étoile toute proche de nous. C'est le problème majeur de l'astronomie depuis toujours. Et il a fallu inventer la méthode des chandelles standards. Les chandelles cosmiques. Voilà. L'idée est de trouver un objet astronomique dont on connaît la luminosité intrinsèque, absolue, la puissance de son ampoule en quelque sorte. Pour pouvoir comparer son éclat réel avec ce qu'on voit depuis la Terre. C'est ça. L'une de ces chandelles, ce sont les étoiles variables céphéides. Leurs pulsations régulières trahissent leur intensité lumineuse réelle. Mais pour mesurer les distances à l'échelle des galaxies vraiment lointaines, on utilise un autre truc, les supernovas de type 1A. Oui, parce qu'elles sont immensément plus brillantes. Et ces supernovae, c'est pas juste de grosses explosions aléatoires, si j'ai bien compris. Elles se produisent lorsqu'une étoile morte, une naine blanche, siphonne la matière d'une étoile compagne qui est juste à côté. Exactement. Et la physique quantique dicte qu'une naine blanche ne peut pas dépasser une certaine masse critique, bien précise, la limite de Chandrasekhar. Et dès qu'elle atteint ce point de rupture exact, boum, elle explose thermonucléairement. Et puisque la masse au moment de l'explosion est toujours strictement identique, l'éclat de l'explosion l'est aussi. Ah, c'est malin. En comparant cet éclat standard, qui est toujours le même, avec la lumière faiblarde qui nous parvient sur Terre, on calcule la distance exacte avec une simple loi géométrique. Tout à fait. Et en combinant ces mesures de distance avec les données de l'effet Doppler, la lumière nous a permis de cartographier la répartition de la matière à très grande échelle. Et on s'est rendu compte que les galaxies sont pas saupoudrées au hasard dans le vide. Loin de là. Elles forment une gigantesque architecture en 3 dimensions, ce qu'on appelle la toile cosmique.
C'est tissé de filaments de matière sombre abritant des superamas de galaxies comme notre propre superamas local, l'Aniakea. Et ces filaments sont entourés par des vides immenses, intersidéraux. C'est une progression scientifique implacable quand même, hein. On part de l'électron qui saute une marche et on arrive à l'architecture globale de la toile cosmique. C'est la beauté de l'astrophysique. Mais c'est là que l'auteur, Thierry Minkowski, opère un basculement vraiment intéressant dans le livre. Oui, il quitte l'astrophysique stricte pour intégrer la tradition philosophique et mystique juive, la Kabbale, afin de donner un sens existentiel à toute cette physique. Ce qui peut surprendre au premier abord. Oui, on pourrait se demander, attends, est-ce qu'on n'est pas en train de faire dire à la science moderne ce qu'elle ne dit pas? L'équation d'Einstein, la thermodynamique, ce sont des modèles purement mathématiques. Comment Minkowski justifie-t-il ce saut vers la mystique? Alors, si l'on relie cela à une vision plus globale, Minkowski ne prétend pas que l'astrophysique prouve la mystique. Pas du tout. D'accord, c'est important de le préciser. Il avance plutôt que la science explique le comment de la lumière, tandis que la philosophie explore le pourquoi de son engendrement. Il utilise le concept hébraïque fondamental de tzimtzum, qui désigne le retrait ou la contraction. Le retrait de quoi exactement? Selon cette pensée ancienne, pour qu'un univers fini puisse exister, l'infini originel a dû se contracter. Il a dû créer un vide en son sein, une condensation, pour laisser la place à la matière. Donc, la lumière infinie a dû se retirer pour que quelque chose d'autre puisse exister. Et le livre fait un parallèle saisissant avec la fameuse formule E égale mc carré. Oui, car la masse, fondamentalement, n'est qu'une forme d'énergie extrêmement concentrée et condensée. Minkowski propose carrément que la matière, c'est pas un obstacle qui vient bloquer la lumière. La matière est la condition sine qua non pour que la lumière puisse se manifester dans notre univers temporel. Et c'est là qu'il établit une distinction magnifique entre or, qui est la lumière elle-même, celle qui se diffuse et voyage, Et Maor, le luminaire, c'est-à-dire la source matérielle qui la génère. voilà. Sans la masse colossale d'une étoile, sans cette condensation de matière qui enclenche la fusion nucléaire en son centre, le photon ne pourrait jamais naître. Donc, la matérialité de l'étoile est l'outil indispensable qui permet à l'énergie invisible de jaillir sous forme de lumière visible. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Selon la source, c'est pas un phénomène à sens unique, cette histoire de lumière. Non, c'est un vrai cycle. Il y a un terme pour décrire la lumière qui émane de la source vers le monde. C'est Or Yachar, la lumière directe. Mais l'univers n'est pas qu'un récepteur passif qui prend la lumière et c'est tout. Il y a aussi Or Other, la lumière réfléchie, celle qui retourne vers la source ou vers un observateur. Et Minkowski ne limite pas ça à l'albédo d'une planète, de roche, qui renvoie bêtement les rayons du soleil. C'est interprété comme un véritable dialogue cosmique. La matière répond à la source. Oui, la matière absorbe Or Yachar. Elle en est transformée, chauffée, excitée. Et elle répond en émettant à son tour. Comme les immenses nuages de gaz moléculaires qui absorbent la lumière des toutes premières étoiles, qui s'effondrent sous leur propre poids et qui finissent par allumer de nouveaux luminaires, relançant le cycle. L'univers entier est présenté comme un système dynamique, où l'énergie originelle interroge la matière, et où la matière répond en s'organisant et en rayonnant à nouveau. Cette approche fusionne vraiment la poésie et la thermodynamique. La lumière, ça devient beaucoup plus qu'un outil de mesure pour les scientifiques. C'est l'essence même de la relation entre la création et son origine. Et chaque fois que notre audience observera la Lune briller dans la nuit ou scrutera les couleurs d'une nébuleuse, ce sera pas seulement un courrier qui livre un code-barre, ce sera le témoignage visuel d'un dialogue vieux de 13 milliards d'années entre la lumière directe et la lumière réfléchie. C'est une perspective philosophique qui nous force à réévaluer notre propre position, en fait. Ah oui. L'être humain, avec ses télescopes et sa capacité à déchiffrer ces spectres lumineux, il devient l'interface consciente de ce dialogue. On ne fait pas que recevoir la lumière, on la comprend. Voilà, on la conceptualise. Ce qui amène une réflexion finale assez vertigineuse, je trouve, en poussant les idées de la source un cran plus loin. Vas-y, je t'écoute. L'astrophysique nous apprend que les atomes complexes qui nous composent, genre le fer de notre sang, le calcium de nos os, ils ont été littéralement forgés dans les cœurs explosifs des étoiles anciennes. Nous sommes des poussières d'étoiles, pour reprendre la formule célèbre. C'est ça. Nous sommes la matière de l'univers condensé, devenue capable de lever les yeux au ciel. Si notre être tout entier est le fruit de ce tzimtzum, de cette concentration d'énergie et de matière stellaire, Oui. quelle sorte de lumière invisible l'humanité est-elle en train d'absorber aujourd'hui? Et surtout, dans ce grand dialogue cosmique, quelle forme de lumière réfléchie,
de Or Ozer, allons nous renvoyer vers l'univers dans les millénaires à venir? C'est une excellente question. Sommes-nous destinés à devenir des luminaires secondaires, capables d'éclairer à notre tour, ou de simples trous noirs absorbant l'énergie sans jamais répondre? Ça laisse matière à réflexion. C'est clair. C'est une pensée à garder en tête pour ceux qui nous écoutent, la prochaine fois qu'ils se retrouveront sous la voûte céleste à observer ces coursiers immortels qui terminent enfin leur course dans nos yeux. Merci d'avoir partagé cette belle exploration cosmique avec moi. Merci à toi, c'était un plaisir.